Et donc je lui dis, vous seriez d'accord pour lire quelques lignes? Elle me dit oui. Puis là, je la vois lire, elle est enthousiaste, elle me dit Maud, c'est nul. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis tellement heureuse de recevoir celle qui m'a appris le lâcher-prise avec Kilomètre Zéro, qui m'a poussée à faire confiance à l'univers avec Plus jamais sans moi et à comprendre que je suis toujours au bon endroit avec Respire, la romancière Maud Ankawa. Elle sort aujourd'hui ces questions que tout le monde se pose, un petit guide pratique pour changer un peu, qui rassemble non seulement ses enseignements principaux sous forme de conseils pratiques, de chemins de réflexion, comme un compagnon de route pour cheminer vers l'épanouissement, dépasser ses peurs, grand sujet dont on parlera ensemble, et surtout vivre pleinement et avec authenticité. Hello Maud. Bonjour Pauline, et merci de me recevoir. Est-ce que tu viens d'une famille croyante? J'ai envie de comprendre d'où vient cette spiritualité chez toi, cette croyance qu'on est tous accompagnés, guidés. Alors, j'ai mes parents qui sont croyants dans des religions différentes, donc il n'y avait pas de religion à la maison. Ok. Et leur mariage était possible s'il n'y avait pas de religion pour les enfants. Ouais. Mais très vite, j'ai eu une foi, alors en quelque chose de plus grand. Je ne savais pas nommer un dieu particulier, mais une foi profonde, ce qui n'était pas forcément le cas de mon frère quand on était jeunes. On en a parlé après, il a plus de foi, bon, c'est l'histoire de mon frère, mais voilà, chacun a cheminé sans repère. Et moi, j'ai eu envie de comprendre les religions, différentes religions en tout cas, à travers mes voyages. Mais cette foi profonde, je crois qu'elle m'habite depuis toujours. Et comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est une nature optimiste chez toi? Est-ce que c'est peut-être un souvenir d'enfance qui t'a marqué et qui t'a ouvert à quelque chose? Non, je pense que c'est comme quelque chose en moi qui est absolument sûr qu'il se passe quelque chose de plus grand. Ouais. Mais dès l'âge de 5-6 ans, on habitait une maison, et puis avec mon frère, on avait nos chambres dans les toits, sous les toits. Et donc, j'avais un Velux dans ma chambre. Et le soir, je regardais le ciel et je parlais au ciel, un peu comme s'il y avait quelqu'un qui m'écoutait, quelqu'un qui m'entendait. Alors, je racontais tous mes problèmes graves d'enfant de 6 ans, avec la petite copine, le petit copain, la maîtresse, etc. La petite souris. Enfin, voilà, je racontais ma vie au ciel, finalement, et j'avais l'impression qu'il m'écoutait. Et quand il fallait faire des miracles, j'avais l'impression qu'il faisait les miracles et tout arrivait grâce à lui. Ah oui, donc toi, tu as travaillé... Donc j'ai vraiment... Tu as travaillé ton sens de la synchronicité et de presque la manifestation très tôt. Oui, un peu la loi d'attraction, mais sans le savoir, finalement. Ouais. Où je sais que je peux faire ça, je vais me donner les moyens d'y arriver, mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Comment tu peux m'aider? Alors, bon, on se tutoie parce qu'on se connaît bien depuis tellement longtemps maintenant avec le ciel. Donc voilà, il y a toujours, malgré toutes ces années, je parle encore au boss pour lui expliquer un peu ma vie. Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Tu parles beaucoup dans tes ouvrages justement de synchronicité. L'idée, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, qu'une coïncidence heureuse tombe pile au bon moment et fait sens pour toi, comme si la vie t'envoyait un message, un signe. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous donner de synchronicité? Ça, c'est ma passion. Oui, j'en ai plein, et j'allais dire presque tous les jours, parce qu'au début, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire quand on me parlait de ça. Et en fait, on en a tous très souvent, sauf qu'on ne les regarde pas. Alors après, on peut se dire, oui, c'est un hasard, c'est arrivé comme ci, c'est arrivé comme ça. Et moi, je me souviens très bien, sur le chemin de Compostelle, par exemple, j'étais un peu perdue. Pourtant, c'est très bien fléché, mais là, j'étais un peu perdue à un carrefour. Et je ne savais pas du tout quelle direction prendre. Et là, je me dis, bon, il y a 4 chemins, je ne vais pas y aller au hasard parce que c'est quand même des kilomètres en plus. Ouais. Et puis là, sort de nulle part un oiseau qui a pris vraiment le chemin et qui m'a comme attendu. Alors, on peut se dire, oui, c'est un hasard, etc. Mais j'ai quand même décidé de le suivre, et très vite, j'ai retrouvé un repère. Donc, effectivement, c'est une chance sur 4 et ça peut être qu'un hasard. Mais moi, je crois en ça. Donc, ça vaut le coup de tester. En tout cas, je dis pas qu'il faut croire aveuglément, mais quand on est perdu ou quand on ne sait pas, simplement écouter un peu un signe,
un incident, une plume, enfin voilà, n'importe quoi qui fait que, bizarrement, on a toujours une solution dans l'invisible qui finalement est visible. Ça nécessite simplement de se poser un peu. Oui, c'est assez chouette cette réflexion parce que, enfin, cette façon de penser parce que souvent on se rend compte qu'on a des résultats assez concrets. Souvent, pour commencer, on parle de la place de parking en disant, en essayant de visualiser mentalement une place qu'on va trouver et ça marche. Mais alors moi j'ai appris ça, mon père faisait ça et le fait toujours d'ailleurs, avant d'arriver dans un lieu, de se dire bon voilà, moi j'aurai une place juste devant. Mais avec une vraie conviction qui fait qu'on le chambrait sans cesse. Oui, c'est ça. Alors, on est dans Paris. Trouver une place devant un théâtre, c'est pas si simple. Et comme il avait cette conviction, il l'a toujours, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, mais à 9 fois sur 10, on avait une place quasi devant ou à 20 mètres, ce qui est juste impossible dans Paris aujourd'hui. Mais ça l'était aussi déjà il y a 20 ans. J'ai ton livre Kilomètre Zéro qui m'a accompagnée durant un voyage qui a été vraiment un grand tournant pour moi. Mi-mai à Los Angeles, je suis partie 1 mois toute seule. C'est la première fois que je parte en vacances toute seule et que je vivais aussi en quelque sorte à l'étranger. Et j'ai tenté justement ce truc de la place. Je me rappelle un jour à Malibu, je veux aller dans la plage la plus connue, la plus touristique et surtout la plus sélecte. Et ChatGPT, mon grand pote des vacances, me dit « Attention, il y a un parking, c'est $60. Et sinon, vraiment, il faut que tu prennes 2 bus différents. Ça va être un peu compliqué. Impossible de se garer là-bas. » Et durant tout le trajet, moi, j'ai visualisé. Je remerciais la vie de me dire et de me placer une place de parking tout devant, déjà en étant dans la gratitude et dans l'instant présent, en disant merci beaucoup, c'est la place idéale. Figure-toi que une seule place m'attendait absolument devant la plage. Mais je te crois parce qu'il faut vraiment le tester, il ne faut pas le croire, il faut le tester. Il faut le tester. Et puis y croire vraiment, c'est pas de toute façon ça marche qu'aux autres, etc. Non, c'est vraiment le tester en disant cette fois-ci elle est pour moi et quand je vais arriver à tel endroit, je vais avoir une place. Et puis prendre les choses un peu comme un jeu et réitérer et s'amuser avec ça, être dans la gratitude. Ouais. C'est juste. Une autre anecdote de synchronicité. Je me rappelle... c'était avant-hier dans le train, j'étais un peu perdue dans la gare. Et là, juste à chercher, quelqu'un s'arrête et hop, me donne chemin et repart aussitôt. Alors que j'ai rien demandé. Donc, c'est pas de chercher des choses grandes, c'est tout simplement parfois de se laisser embarquer par la vie. Ouais, et avoir les yeux grands ouverts, parce que tu le dis, on peut juste passer à côté, être extrêmement cartésien et se fermer à ça. Complètement. Ça peut être un numéro, ça peut être 1000 choses en fait. On ne s'en doute pas en te lisant, mais l'écriture, c'est une reconversion chez toi. Avant ça, tu as passé 20 ans dans la finance. Donc, dans un monde à l'opposé du tien aujourd'hui, et tu racontes d'ailleurs au micro d'InPower, un podcast que tu as fait, je pouvais me payer tout ce que je voulais, mais je n'étais pas heureuse. Est-ce que tu te rappelles d'un déclic que tu as eu en particulier qui t'a fait dire « il faut que je change de voie » ou alors est-ce que ça a été une succession de petits moments qui ont provoqué en toi un besoin de changer radicalement? Alors, je n'ai pas changé radicalement. Pourquoi le monde de la finance? Parce que le monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise, c'est des êtres humains. Et c'est ça qui me passionnait dans l'entreprise. Okay. Alors, j'adore Excel, je travaille sur Excel. J'écris, j'ai même commencé à écrire sur Excel. Tu adores Excel? Oui, j'ai même commencé à écrire sur Excel. Oui, moi, tout mon format est... Non, t'es vraiment unique, Maud. Tout mon format est sur Excel. C'est-à-dire que quand je réfléchis, même sur un plan d'écriture, etc., mon monde se passe sur Excel. Ok, donc les deux mondes continuent. Donc les deux mondes continuent, ça c'est obligatoire pour moi. Si je dois réfléchir sur quelque chose, j'ouvre un tableau Excel, ce qui est complètement... Et donc j'ai commencé d'ailleurs à écrire Kilomètre Zéro sur Excel et copier-coller cellules. Enfin, c'était une catastrophe. Je suis passée sur Word très vite. Mais le monde de l'entreprise, pour moi, c'était avant tout un monde humain. Et ce qui m'intéressait dans l'entreprise, c'est qu'ensemble, en comprenant nos égos, en comprenant nos modes de fonctionnement, nos blessures, nos limites, ensemble, on pouvait faire quelque chose de grand. Okay. Et c'est ça qui m'a passionnée dans le monde de l'entreprise et qui me passionne toujours d'ailleurs. Okay. Donc, c'est pas de monde à part pour moi. Le monde de l'écriture, c'est déjà un monde très solitaire. Ouais. Et puis ensuite, des rencontres. Mais on est très seul, alors que dans l'entreprise, on est très entouré, on travaille ensemble, on grandit ensemble.
on progresse ensemble, même sur soi. Pour diriger des sociétés, il faut dépasser des limites, dépasser des peurs. On dit toujours qu'on dirige une société à hauteur de nos limites. Si tu sais pas dire non, bah, tu vas diriger une société à hauteur de tes limites. Ouais, c'est vrai. À hauteur de tes peurs. Donc, toutes ces aversions vont faire que ces limites-là, ces blessures-là, vont nous limiter dans ce qu'on va faire. Donc, c'est ça qui me passionne. Ouais, Les relations humaines ont, pour moi, été une passion dès le départ. Et puis, tu t'es confrontée à un monde où l'ego avait une place importante. Alors, oui, mais pas plus qu'au quotidien, Ok. en général. Il faut savoir que... C'est peut-être des préjugés, ce que j'ai, tu vois. Je suis en train de te dire quelque chose, mais peut-être que non, c'est des non, pensées parce que limitantes. c'est normal, parce que souvent, on parle du monde de l'entreprise et du pouvoir. Ouais. Et le pouvoir, on le ressent plus dans un monde comme l'entreprise, comme la politique, etc. Mais en réalité, on est régi par notre système égotique 99,999% du temps. C'est vertigineux. Parce que souvent, quand on dit tiens, lui, il a un ego ou elle a un ego très fort, on l'associe à celui ou celle qui parle fort, qui ceci, qui cela. Alors qu'en réalité, quelqu'un de plaintif, c'est quelqu'un qui est dans son ego, qui est face à ses blessures. Quelqu'un qui se sous-estime XXL est face à ses blessures aussi, donc face à son ego. Donc finalement, l'ego a 1000 formes, 2000, 3000 ou 4000 formes. Et on a l'impression que quelqu'un d'égotique, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, etc. Ce qui n'est pas que ça. Tu parles, dans ce que tu racontes, j'entends les blessures de l'âme, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Notamment, mais pas que. Alors, je trouve que Lise Bourbeau a fait un travail extraordinaire autour des 5 blessures de l'âme. C'est un livre que je conseille énormément, mais au-delà de ça, de toute l'école, et enfin vraiment, il y a toute une équipe derrière qui travaille ça, parce qu'il travaille au niveau du corps. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une façon de voir l'ego sous certaines formes, mais l'ego nous fait agir à chaque seconde d'une certaine façon pour exister, pour être socialement intégré. Donc voilà, chacun ses stratégies, et notre ego sans cesse nous ramène à des stratégies pour être inclus dans notre société. Et donc toi, l'idée de travailler sur toi, c'était aussi une manière de mieux t'intégrer en société, de mieux comprendre les autres et donc de mieux diriger. Oui, parce qu'on ne peut pas diriger chaque personne de la même façon. Les besoins de chaque individu sont très différents les uns des autres. Si on manage quelqu'un qui a besoin d'être bousculé pour avancer, à l'inverse de quelqu'un qui, au contraire, a besoin de douceur, a besoin qu'on lui tienne la main, qu'on le rassure parce que son niveau de confiance n'est pas le même, ça ne peut pas fonctionner. J'ai travaillé avec toute une partie de ma vie avec des centraliens, des polytechniciens, et parfois même simplement 2 écoles différentes de haute voltige ne s'entendaient pas parce que des égos, ah bah toi tu viens de centrale, tu fonctionnes pas pareil que moi, etc. Ah ouais. Donc finalement, c'est des micro-détails, et parfois ça grince, parfois ça coince même, pour un micro-détail. Et puis soi-même, quand on a de la pression, il y a les investisseurs au-dessus, etc., on n'a pas toujours la même patience à certains moments. Donc oui, c'est vraiment un travail de chaque seconde que de tenir en laisse notre système de défense. Mais ça doit être passionnant, parce que là, ça parle aussi un peu d'une égo interne de « ok, il faut comprendre l'autre, le sentir ». Il y a quelque chose de très animal, mais hyper intéressant aussi. Oui, vraiment, c'est passionnant. L'entreprise est passionnante. Et si je m'en suis un petit peu détachée pour aller vers l'écriture, c'est ma question suivante. C'était aussi pour répondre à la question que tu posais sur qu'est-ce qui a fait que je suis passée vers autre chose. Mais c'était aussi parce que dans le monde de l'entreprise et la stratégie d'entreprise, on nous apprend à avoir 10 ou 20 coups d'avance, mais on ne nous apprend pas à vivre au présent. Dans les écoles, on ne nous apprend pas à vivre au présent, on nous apprend à avoir toujours de l'avance. Et le gros problème, même si c'est extraordinaire dans l'entreprise d'avoir 10 coups ou 20 coups d'avance, le gros problème dans le quotidien, c'est que on ne sait plus connecter la joie. Je ne peux pas dire tiens, après-demain, je vais avoir un fou rire avec toi. Mais non. Si on a un fou rire, c'est sur l'instant et on ne peut pas le programmer. Alors que la stratégie, on la programme. On a des coups d'avance, on visualise des choses. Là, ce n'est pas le cas. Et la joie se connecte que dans l'instant présent. Donc, j'avais besoin de réapprendre à vivre autrement, à vivre au présent. Qu'est-ce qui fait... avant ça, j'avais d'autres questions, mais tu parles de la joie et c'est un thème que j'aborde énormément dans la leçon, parce que pour moi,
c'est presque le seul truc qu'on oublie quand on parle de développement personnel. Tu sais, on va changer son alimentation, faire du yoga, se faire un super planning de bien-être, de se faire un masque. On oublie de rigoler, on oublie d'être des enfants, de se taper des barres comme quand on avait 12 ans et demi. Et avec mes copains, en ce moment, on est même dans un programme de remise en forme de la joie où on s'est fait la réflexion qu'on faisait plus assez d'activités comme lorsqu'on était enfant et on recommence à tester des trucs et à retrouver cette joie enfantine, tu vois. Et j'ai l'impression que quand on parle de développement personnel, vraiment ce qui peut-être la pierre angulaire du truc, c'est de rire, c'est de pas se prendre la tête, de lâcher prise avec l'ego dont tu parlais. 1000 fois d'accord avec toi, d'autant plus que souvent on se prend au sérieux d'ailleurs. Oh, ouais, et la réalité, c'est que le moins tu te prends au sérieux, souvent les gens me disent « Oui, mais alors moi, le développement personnel, je connais pas, c'est pas trop mon truc. » C'est presque intimidant, tu vois. Alors qu'en fait, c'est simplement mettre de la conscience sur nos systèmes de fonctionnement. Ouais. Et plus tu lâches ça, et plus tu es conscient que tiens, là, tu as donné la télécommande à ton système de défense, à ton ego. Ah, mais c'est plus moi qui dirige ma vie, là, c'est mes peurs. Oui, c'est ton système de défense, ton ego qui te raconte une histoire. Faut savoir que 93% de nos peurs sont une illusion de nos cerveaux. T'es en réunion, c'est un peu houleux, ton patron te dit Maud, rendez-vous à 14h dans mon bureau. Et là, pendant 2 heures, admettons qu'il soit midi, t'es en train de cogiter. Ah oui, mais alors, bon, peut-être que j'ai été trop loin, et puis alors peut-être que je vais avoir un investissement. Et évidemment. C'est exactement ça. Scénario catastrophe. C'est une illusion de notre cerveau. La nuit, ça cogite. Ah oui, mais alors si ceci, et si mon business cela, et si mon mari ceci, si... Tout ça n'est qu'une illusion de notre cerveau. Et ces peurs sont alimentées par notre système de défense qui nous raconte cette histoire. Donc effectivement, revenir à soi, à notre joie de vivre, parce que la joie, c'est notre état de base. Une émotion extraordinaire, parce que quelle que soit l'émotion, il n'y a pas d'émotion négative. D'ailleurs, souvent, j'entends des émotions négatives, ça c'est faux. Si on est triste, c'est que la tristesse a quelque chose à nous dire. Si on est en colère, c'est que la colère a quelque chose à nous dire. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Mais notre état de base, c'est la joie. Si on n'est pas dans la joie, c'est qu'on doit écouter l'émotion qui est en train de nous signaler quelque chose. C'est tellement intéressant, cette chaîne de valeur de « Ok, je suis en colère. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Parce que mes limites ont été dépassées. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Ok, j'ai mal à la gorge. Qu'est-ce que ça raconte, etc. » On se rend compte qu'absolument tout est lié. Oui. Et dès lors qu'on prend conscience, on libère quelque chose. Et justement, c'est grâce au développement personnel et à ces réflexions qu'on est capable de mettre sur le sujet qu'on revient dans l'instant présent. Oui, je crois que c'est exactement ça. C'est simplement même lâcher les mots. Le vrai sujet, c'est de lâcher les mots. Développement personnel, c'est un gros mot pour beaucoup de gens. Moi, je lâche ça et je dis, voilà, simplement, tiens, est-ce qu'on a envie d'expérimenter, mettre de la lumière sur comment je fonctionne ? Parce que je vois bien que je réplique la même chose, là, avec un tel, et puis ça ne va plus. En amour, par exemple. En amour, voilà. Qu'est-ce que je fais pour lâcher ça ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à ? Tiens, je vais mettre de la conscience sur la façon dont je fonctionne. Et une fois que j'ai mis de la conscience, hop, je peux passer à autre chose et puis vivre différemment, expérimenter. Je crois que c'est dans cette joie, là où tu as mis le doigt, c'est tout à fait juste. Là, c'est dans cette joie que je vais expérimenter, je vais jouer. Je vais jouer. Je vais profiter du jeu de la vie pour vivre des expériences. Bah, tu vois, justement, pour reparler de synchronicité et de ce voyage à Los Angeles, j'étais tellement heureuse. C'était vraiment le voyage de ma vie. Et donc, je ressentais cette gratitude, le cœur qui fait presque mal, tellement on est content. Et donc, je me suis entraînée à jouer sur cette gratitude. Et tous les matins, je me réveillais et je remerciais la vie. Et je disais, j'attends des bonnes surprises aujourd'hui, je suis prête. Envoyez-moi des bonnes surprises. Si tu savais le nombre de choses qui me sont arrivées, mais aussi parce que mon regard était différent. Tu étais prête, tu vois ? Tu étais prête à observer qu'il arrive quelque chose. Un peu comme quand on est prêt ou qu'on attend on attend le train. On attend le train, on est sur le quai. Et on est alerte. Tiens, il y a un train qui arrive dans l'autre sens. C'est pas le mien, mais je l'ai vu, ce train-là. Si je suis dans une gare, mais je suis au fond d'un café, je regarde pas les panneaux et ça, il y a un moment, je vois pas passer les trains. Et pourtant, on est au même endroit. Et on est au même endroit et on voit pas la même chose. L'opportunité est la même. Exactement. Donc, plus on met son focus... D'ailleurs, c'est assez étonnant quand, par exemple, tu achètes une voiture, tu te dis, bah, tiens, ça, j'ai commandé ma voiture et puis là, tu es à la terrasse d'un café et tu vois passer ta voiture de partout.
Hein, tu achètes une marque, ah bah c'est celle-là que j'achète. Oui. Ah bah c'est celle-là. Et tu vois, tu la montres à la personne avec qui tu es. Et tu ne vois plus passer quasiment que la voiture que tu viens acheter. C'est agaçant d'ailleurs parce qu'on veut tous être un peu original. C'est ça. Là, c'est vraiment. C'est raté. Et c'est simplement parce que notre focus est tel que il en passe pas plus. Mais on est tellement dans l'attention qu'on voit passer les choses. Donc, je trouve que la gratitude, c'est une méthode extraordinaire de bien-être parce que plus on est dans la gratitude et plus notre perception est différente à ce qui arrive. Ouais, complètement. Quand tu as le cœur ouvert, tu vois les gens très différemment. Je fais souvent la comparaison, tu sais, quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, le collègue qui est toujours négatif, quand on arrive à la machine à café, bah lui, tout va bien, mais non, t'inquiète pas. La personne qui te coupe ou qui te passe dans une file d'attente. Allez-y, j'ai le temps. Il se met à pleuvoir. C'est génial, ça arrose les plantes. Alors qu'avant, tu allais être morose, etc. Ouais. Eh bien, c'est ça la gratitude. Quand tu te mets dans un état de bien-être, dans un état où arrive ce qu'il arrive, je suis prête, eh bien, forcément, ça aide à voir les choses très différemment. Ah, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Ça me fait penser à un chapitre dans Kilomètre Zéro, dans mes souvenirs, et aussi dans Plus jamais sans moi, sur les vibrations. Et j'ai appris quelque chose récemment qui m'a vachement plu sur la plus haute vibration qui soit. Alors moi, naïvement, je me suis dit, un peu comme beaucoup, ça doit être l'amour. En fait, non, c'est l'authenticité. Le fait d'être profondément aligné soi-même. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'émotions négatives, ce qui n'existe pas vraiment, l'idée, c'est surtout de vivre les choses profondément alignées avec soi. Et la gratitude, on essaye de s'exercer à l'avoir au quotidien, mais il y a aussi des moments où on n'est pas du tout apte à être là-dedans, et c'est tout à fait il ne faut pas se flageller. Normal aussi, c'est ça. On a le droit de vivre ça. Et la différence, c'est que quand, par exemple, on ressent une émotion comme la colère, qui est tout à fait légitime, et heureusement qu'on la ressent, comme la peur, comme la tristesse. Le sujet, c'est que une fois qu'on comprend cette boussole de l'émotion, à nous de voir combien de temps on veut rester dans cette colère. Ouais. Et ça, c'est toute la différence. C'est ton libre arbitre. C'est ton libre arbitre. Quand tu ne sais pas t'en sortir et que tu ressasses cette colère pendant des heures, des jours, des mois, déjà tu t'envoies de la chimie dans le corps, un tas d'hormones, qui sont la cortisol par exemple. Pour l'éliminer, c'est très long. Donc, le sujet, c'est pas d'être en colère, c'est une fois que j'y suis et que je la ressens, merci ma colère. J'ai le droit de trouver ça injuste, de trouver ça irrespectueux, parce que j'ai pas trouvé qu'un tel ou un tel avait été respectueux. Même si, ok, il m'explique qu'il a pas fait exprès, moi je me sens pas respectée. Mais une fois que je suis là, je peux prendre le temps de digérer ça et de poser l'action juste. C'est pas de se dire oui, bah là moi je suis zen, tout me passe au-dessus du cake. Non, pas du tout. C'est pas d'ailleurs pas pas. Et c'est d'ailleurs pas se respecter s'il y a une action à poser que d'aller parler à la personne qui a eu une façon d'être que je trouvais pas respectable. Eh bien, il s'agit pas de dire non, bon allez, bon, j'accepte tout, etc. Non. Poser les choses, accepter son émotion, et puis poser l'action juste, c'est-à-dire peut-être d'aller parler à la personne, peut-être de se poser un instant, peut-être. Enfin, voilà, tout est possible. Mais en tout cas, c'est le temps que tu mets à revenir à toi. Oui, c'est intéressant. Et puis quand on analyse pourquoi est-ce qu'on continue parfois d'être dans cette boucle de colère, on comprend vite qu'en fait, on a besoin d'un os à ronger souvent parce qu'on est pleine d'anxiété par ailleurs et qu'on se trouve un sujet sur lequel focaliser. Oui. Et dès lors qu'on s'exprime et donc on fait sortir cette colère de soi, c'est marrant comme ça disparaît vite. Oui, ça descend magique. Un peu les choses, tout à fait. Comment est-ce que toi, tu découvres tous ces apprentissages ? Est-ce que qu'est-ce qui t'a permis de cheminer, toi, sur ton chemin ? Est-ce que ce sont des ouvrages, des thérapies ? Alors, tout, en fait, tout est prétexte à apprendre et à expérimenter. Donc moi, ce qui m'a énormément appris, c'est de voyager, parce que j'ai découvert des cultures très différentes des miennes. Donc dans l'action ? Dans l'action, mais dans la lecture aussi. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations, et même gratuitement. Tu peux écouter des conférences gratuitement si tant est que tu aies Internet, mais aujourd'hui, l'accès à l'information est quand même très simple.
Et même dans les pays les plus reculés, ils ont maintenant accès à ça aussi. Donc, on peut tous apprendre. Et oui, le voyage, moi, m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris des cultures différentes, j'ai compris des cultures différentes. Par exemple, les émotions, je l'ai appris en Asie. Parce que nous, en Occident, dès petit, on nous dit mais non, ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien d'être en colère. Te mets pas en colère comme ça, c'est pas très grave. Plutôt que de nous apprendre les messages, la boussole qu'il y a derrière, le corps, c'est pareil. Moi, j'ai pas appris le corps. C'est-à-dire que j'avais pas compris qu'il y avait tout un schéma de compréhension par le corps. Ce qui m'a valu d'ailleurs des gros problèmes de santé parce que j'écoutais pas le corps. Aujourd'hui, quand on écoute le corps, on se rend compte qu'il y a tout un pan extraordinaire qui peut nous éviter un tas de choses. Alors, il ne s'agit pas de se dire « Oh là là, mais alors je suis malade, c'est à cause de moi ». Ben non, c'est pas à cause de moi que je suis tombée malade, que j'ai eu des opérations à cœur ouvert, que j'ai même fait un arrêt cardiaque. Je dis pas que c'est à cause de soi. Si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Mais parce que je ne le savais pas, maintenant je le sais, donc je fais plus attention à « Tiens, là, je tire un peu la corde, là, je suis fatiguée. Écoute ton corps ». Donc, c'est très médecine chinoise, tout ça. Oui, mais en tout cas, c'est tout un monde que sont les émotions et le corps, qui est très différent de l'Occident où tout se passe là-haut. T'es intelligent et tout va bien. C'est pas vrai. Tout se passe pas là-haut et le mental est une dimension extraordinaire. Mais la dimension de l'émotion et la dimension du corps sont tout aussi extraordinaires pour avancer. Est-ce que tu te sens à l'aise de parler de cette épreuve de santé que tu as traversée? Oui, complètement. Oui, complètement. Alors, j'en ai eu plusieurs d'épreuves de santé, mais notamment un arrêt cardiaque et 2 ans. Tu es jeune pour un arrêt cardiaque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Et c'est vrai qu'on ne s'attend jamais à ce que ça nous arrive. Bien sûr. J'ai perdu mon associé Alain 2 ans après la vente de la dernière société à Dassault Systèmes. Il est mort d'une crise cardiaque et moi, très peu de temps après, j'ai fait un accident cardiaque. Alors, j'ai eu la chance, moi, de pouvoir être réanimée, mais lui, non. Donc, il est parti. Et c'est là que j'ai vraiment compris, parce que ça, sur le principe et sur la théorie, oui, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête, mais bon, quand j'ai 30 ans, quand j'ai 40 ans, oui, il me reste quelques années à vivre. Et même aujourd'hui, je dis 55 ans, mais j'ai plutôt, je compte plus, 53, autour de 53, quelque chose comme ça. Je vais avoir 54 ans, si, je vais avoir 54 ans. Là, par contre, la mémoire... mais moi, je bascule tout de suite entre 50 et 55. Ouais. Je me dis que par tranche de 5, ça évite de calculer. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé vers 40, j'avais 42 ans. On peut pas prévoir ça. Et de ce jour-là, j'ai compris que chaque seconde était essentielle. Si j'ai pas envie d'être avec toi là maintenant, je suis pas avec toi. Pourquoi ? Parce que cette seconde-là, cette minute-là, cette heure qu'on va passer ensemble, elle te sera jamais rendue et à moi non plus. Donc, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Et le plus on met de conscience sur chaque seconde qu'on a à vivre, je le dis dans un roman qui va arriver, là, je suis sur l'écriture d'un roman, c'est pas une minute de plus qu'on est en train de vivre, c'est une minute de moins. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que si tu choisis les minutes que tu as envie de vivre, alors bien sûr qu'il y a des fois des contraintes, etc. Mais si ta vie n'est que contrainte, alors je pense que tu passes à côté. Et moi, ça, je l'ai compris au moment où je fais un arrêt cardiaque, et je me dis, enfin, je suis réanimée plutôt, et je me dis, bon, là, je suis quand même passée à côté de quelque chose de grave. À moi de savoir ce que je vais en faire. Est-ce que je continue sur ce rythme-là ou pas ? Et avant, effectivement, à 27 ans, j'ai eu une malformation congénitale, donc à la naissance, et on s'en est aperçu très tardivement. Donc à 27 ans, j'ai eu une opération du cœur, j'ai eu une opération à cœur ouvert. Et de la même façon, je pense que là, j'ai pas voulu voir à ce moment-là. Donc je suis remontée sur selle et hop, je suis repartie 15 jours après en entreprise. J'ai pas du tout voulu écouter mon corps et donc forcément, ça m'a valu quelques opérations. Et puis à 27 ans, on n'a pas encore déjà la maturité nécessaire pour prendre Non, puis ça n'existait pas pour moi. C'est-à-dire que tout se passe là et il y a tellement de choses au boulot à faire. Et puis on est passionné. Moi, j'ai toujours été une grande passionnée. Donc oui, j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Bon, c'est bon, allez, ça va, je suis jeune, je vais me remettre vite. Avec le recul, je me dis, c'est très différent de reconnecter la peur et de reconnecter le corps. Et ça ralentit pas, bien au contraire. Justement, en parlant de ça ne ralentit pas, j'allais te dire, c'est un âge où ça n'existe pas de ralentir.
on ne sait même pas comment faire. C'est vraiment le moment où tout s'accélère, Oui. où on doit performer pour atteindre un niveau supérieur financier, on doit trouver un amoureux, fonder une famille, Mmh. enfin, tu vois, il y a toutes ces pressions-là. C'est surtout pas la période où on est censé, en théorie, ralentir. Et toi, à coup, pardon, ton corps te dit Stop. stop. Mmh mh. Mais tu vois, maintenant, chaque été, je prends vraiment du temps. Ouais. Je suis une bosseuse parce que je suis une passionnée et j'ai pas l'impression de travailler tellement je suis passionnée par ce que je fais. Mais chaque été, je dis: «Stop» vraiment, Mhm. mais pas pendant une semaine. Vraiment, je prends, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, pour marquer un stop. C'est-à-dire que je lis plus un seul mail ou je réponds plus à mais vraiment je fais un stop. C'est-à-dire que là où je bosse, 8, 10, 12 heures par jour sur certains projets, là je dis stop à tout, je ferme mon ordinateur. Eh bien ça fait 3, 4 ans que je fais ça. Je suis bien plus performante derrière, Ah ouais, c'est j'ai intéressant. bien plus d'idées derrière. Je reprends, la rentrée en septembre avec, quelque chose de très clair et très, visionnaire, j'allais dire, Mhm. sur mes projets. Ce qui fait que c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Alors je dis pas qu'on peut le faire quand on dirige des boîtes, Mhm. si simplement que de prendre 2 mois de Mhm. vacances et cetera. Mais parfois, de vraiment breaker, Mhm. même des week-ends entiers. Aujourd'hui, les jeunes, je suis effarée de voir ce qui se passe et je suis tellement heureuse que vous ayez une autre vision des choses, Mhm. que de prendre le temps de mettre des priorités, Mhm. même si parfois ça va un peu vite. Vous parlez vite, vous faites Ouais. 40 choses à la On fois en écrit même vite, ouais, temps, ouais, bien sûr. mais quand même, il y a cette conscience de vouloir aussi s'investir dans une vie, Mhm. sentimentale, Ouais. familiale et de se poser pour de vrai. C'est pas juste je fais des enfants et puis je m'investis dans une carrière et je dois être présente tout le temps 24/24 au bureau et cetera. Donc il y a quand même cette présence qui Ouais. est très différente. Je crois qu'on en revient un peu toutes et tous, surtout les femmes, tu sais, du côté regarde comme tu peux tout faire à la fois à 100%, très années 80, de la super Wonder Woman. Maintenant, je crois qu'on réalise tous qu'on la vraie clé, la vraie richesse, c'est la slow life, c'est de prendre le temps de profiter de ses proches, de profiter d'un bon repas, d'avoir ce Bien temps, parce sûr. que ça, c'est la seule chose, tu le dis très bien, qu'on ne peut pas retrouver. Et je pense que c'est en plus ce qui restera. Moi, je me dis toujours sur mon lit de mort, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, les moments les plus profonds, les plus, heu forts dans notre vie, je pense que enfin, en tout cas pour moi, je sais dire que ce sont mes relations, Mmh, avec les gens, mmh, avec, mes proches, avec ma famille, avec, la personne avec qui je vis, avec les lecteurs même, mmh mh, avec plein de gens, mais de façon très authentique, mmh, très juste. Pas, ni, la dernière voiture, ni la dernière maison, mmh. ni, le dernier job ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de dans une relation très authentique qui restera. Ça, c'est sûr. Parfois, juste Ouais, un sourire, ça marque. Juste, voilà, je crois que c'est ce temps-là, je crois que le plus grand luxe, c'est vraiment le temps. ouais, tu as totalement raison. Je me dis même que c'est intéressant, tu vois, là, on enregistre à la rentrée, de se refaire un petit texte, chacun et chacune pour se dire: «Qu'est-ce qui va compter le plus cette année pour moi? Ce sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie? Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser?» Et c'est chouette, je pense, de faire un petit check-up mental une fois de temps en temps en se disant: «Est-ce que je suis vraiment en train de me nourrir à l'intérieur ou alors est-ce que je nourris, les rêves de la société avec une voiture, un sac, Ou une ce qu'on attend de promotion et moi et cetera?» bien Ouais, sûr. c'est ça, Mmh. c'est ça. Oui, Toi, est-ce que tu ressentais un peu ça avec, ton ancienne profession? Est-ce qu'il y avait aussi une volonté de faire plaisir à la société à travers un statut? alors je crois pas, par contre, cette course à la réussite financière, Mmh. oui, là, ça répondait à: «Pour être aimé, il faut gagner de l'argent». Mmh. Pour, moi, je transposais un peu: «Pour être libre, il faut gagner de l'argent». Ouais. Et c'est vrai Mmh. que quand on se pose pas de questions Mmh. sur, comment je vais payer mes factures à la fin du mois, comment Mmh. ceci, comment ça, c'est plus facile C'est un luxe même. et c'est un grand luxe. Mmh. Hem, j'avais pas conscience, par contre, que le temps était le luxe la Ouais. santé et le temps, j'allais dire. Ouais, La la santé, santé. parce que quand on la Bah, oui. perd, pour l'avoir perdue quelques Et fois, ouais. on a beau avoir le temps et l'argent, il se passe plus rien. La Ouais, santé, c'est vraiment le ouais, luxe le plus absolu ouais. et on s'en rend pas compte.
Parce qu'on se dit, oh, bah, on est jeune, ça va, la santé, bah oui, tout le monde l'a. Non, non, tout le monde l'a pas. Il y a même Tout des le monde l'a très pas. jeunes qui ne l'ont pas. Mmh. Et quand même, on a même juste un rhume et qu'on est à KO au lit, une grippe, Mmh. eh bien, déjà, on sent à quel point on n'est plus rien. Mmh. Et on parle vraiment là d'une anecdote. Ouais. Donc, quand on parle de maladies graves, quand on parle d'événements importants, ça, c'est le luxe le plus absolu. Mmh. Et après, d'avoir des moments pour soi, des moments à soi, c'est aussi ce luxe-là, parce que ça nous permet de mettre de la lumière sur ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que ce temps que je prends, l'été par exemple, c'est aussi un temps où, tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que là, j'en ai pas fait trop? Par exemple, sur le début d'année, ça a été très condensé et je regrette pas, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Mmh. Mais j'en ai fait trop. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de projets, et puis des projets qui s'imbriquaient, donc je ne pouvais plus reculer, etc. Mais j'ai dit à partir de juin, stop. Là, sinon je vais retomber dans d'autres choses et je ne saurais plus dire stop parce que la passion revient, parce que c'est un peu une drogue. Hein, Bien sûr. il y a de l'adrénaline. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une conscience sur ce qui se passe. Ouais. Et ok, là, je tire un peu. Ok, mon corps, là, je tire un peu. Ok, mes émotions, là, je tire un peu. Mais dans 15 jours, c'est clair et net, il y a plus. Y a plus. Donc, tout ce qui arrivait derrière, ah, Maud, tiens, tu veux pas être marraine de telle association, on fait un projet génial. Ouais, c'est Et le tentant projet en est plus. génial. Mais oui. Mais c'est non. Ouais, ouais. Et c'est d'apprendre à dire non à 7 ou 8 mails de projets par jour. Parce que si je dis oui, ben, je peux plus faire ce qui me plaît vraiment. Donc, tu vois, c'est tout un apprentissage et aussi se respecter. Ce qui fait que même si j'ai un petit pincement au cœur de bah non, oui, mais je sais pourquoi je dis non, parce que je me dis oui à moi et que je vais me poser. On pourrait se dire oui, mais ce sera moins productif. Ben, c'est faux, parce Pas qu'en du tout. réalité, je reviens sur cette rentrée bien plus reposée et puis avec plein Et d'idées. oui. Et puis c'est le moment où on lâche prise. Moi, j'ai toutes mes idées sous la douche. Et c'est quand même la preuve ultime que c'est le moment où on lâche prise qu'on a le plus d'idées un peu magiques qui nous viennent à l'esprit. Et c'est ça, d'ailleurs, ce que tu disais au départ, les synchronicités, c'est quoi aussi? C'est des fois, tiens, j'ai une idée parce que j'ai pris un moment, tu dis sous la douche, tiens, j'ai une idée. C'est un peu magique. Bah, c'est là, c'est magique. Ouais, ça semble magique, mais c'est juste parce on s'est créé cet espace. Oui, et puis on le ressent très très fortement à l'intérieur de son bide. C'est vraiment, tu vois, mon sujet cette année, c'est d'apprendre à dire non pour me dire oui à moi. Et ça, c'est un des thèmes d'ailleurs de ces questions que tout le monde se pose. Apprendre à dire non aux autres. Et bien souvent, on ne sait pas le faire parce qu'on a l'impression qu'en disant non, on va blesser l'autre. Déjà, de la même façon que si on nous dit non, on va être blessé. Mais la réalité, c'est que on dit non à un projet, on dit pas non à l'autre, pas à son tempérament, pas à la personne qu'il est. C'est juste que si moi je disais oui à tout, bah, j'écrirais plus. Et là où on m'attend, c'est sur mon prochain roman, sur mon prochain livre, etc. Ouais. Mais je pourrais plus écrire si je disais oui à tout, même si les projets sont exceptionnels. Ouais, t'as tellement raison. Mais je pense que chez moi et chez beaucoup, il y a aussi ce truc, tu vois, de l'ego dont tu parlais. J'ai essayé d'un peu analyser ce qui se cachait derrière cette peur de dire non. En surface, moi aussi, c'était vraiment la peur de décevoir l'autre, mais en fait, il y avait un besoin de trouver ma place dans la société et d'être aimée par ce que je faisais. Et donc là, je détricote le fait de ne pas avoir besoin de faire pour être aimée, mais juste d'exister. Être soi-même. Bon, Et c'est puis un on donne, travail, hein. on donne davantage. Et parfois, Ouais. moi j'ai un exemple d'un non qui m'a été, d'une anecdote. J'écrivais Kilomètre Zéro, j'en étais un peu au début, je procrastinais, je tombais, j'y arrivais pas. Et puis un jour, je suis invitée à un anniversaire au Maroc, me voilà partie au Maroc, et je me retrouve à table à côté d'une personne qui avait pour métier d'être plume. Ok. Donc qui crie pour les autres. Synchronicité, Synchronicité, déjà. et je me dis, mais ça y est, tout Génial, s'aligne, moi j'en ai ouais. parlé à personne, j'ose pas dire que j'écris, et puis je tombe, j'y arrive pas bien, et puis là, je me retrouve face à une personne, c'est son métier. Alors, je connaissais pas un éditeur, pas un auteur, je connaissais que mon libraire pour faire court dans ce monde-là, et puis je dis, ah bah là, il faut que je me pousse, je vais oser, je vais lui parler de mon projet d'écriture, et puis elle va peut-être pouvoir m'aider. Et donc je lui dis, vous seriez d'accord pour lire quelques lignes? Elle me dit oui. Alors, dès que je peux, le lendemain, je lui montre, et puis là, je la vois lire, elle est enthousiaste, et elle me dit, Maud, c'est nul. Je vois le genre, mais franchement, ça s'improvise pas d'être écrivain.
Et ce non-là a Je été je extraordinaire pour moi. OK. Parce que, en fait, alors évidemment, sur l'instant, j'ai réagi un peu comme toi, tu vois, Ouais. mon ego en première ligne, et cetera. Mais en fait, parce que j'y arrivais pas, j'étais prête à demander de l'aide OK. et voire même qu'on écrive un peu pour moi. Si elle avait été vraiment bienveillante et hyper gentille, bah oui, je vais t'aider, puis on peut l'écrire à 2, et cetera. Mais j'aurais jamais écrit Kilomètre Zéro tel qu'il est écrit. Je me serais OK. jamais mis à nu tel que je suis si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait écrit pour moi. Donc ça a été dur d'écrire, ça a été dur de recevoir, et pourtant le début n'a toujours pas changé. D'ailleurs, très gentiment, elle m'a écrit après, quand il y a eu le succès de Kilomètre Zéro. Je devais, après la fête, pas être complètement alignée. J'ai lu votre livre, il a changé ma vie, etc. Et j'ai Oh! trouvé ça très Ah gentil de le ouais, faire, ouais, ouais, qu'elle vraiment. prenne son orgueil, voilà. Mais en réalité, sur l'instant, ça a été un non très brutal qui Ouais. était, bah, finalement, je pense que elle me l'a dit, son ego qui, bah non, moi je suis l'écrivain, Mmh. on s'improvise pas écrivain, et cetera, et cetera. Mais Ouais, j'ai trouvé ça elle a été très très honnête de sa humaine, ouais. part, de le dire. Mais sur l'instant, ça a été une claque monumentale. La Je sais que tu vache. parles souvent d'échecs dans le. Ouais. C'est sans doute pour moi, je me suis dit, bah oui, ça, on pourrait se dire c'est l'échec, on trouve ça nul, et j'aurais pu m'arrêter là. Mais à chaque fois Mmh. qu'on tombe, à chaque fois qu'on se prend une gifle, à chaque fois que, eh bien, si on ramasse quelque chose, on dit ok, bon, c'est peut-être pas au bon endroit, Mmh. j'y arrive pas encore, mais pourquoi tu vas demander de l'aide alors que tu veux écrire un livre? Mmh. Fais un pas après un autre, et Mmh. puis essaye encore, et essaye, et essaye, et essaye, jusqu'à, j'ai mis presque 2 ans, ce qui est très long pour un Mmh. écrivain d'écrire un livre, mais je l'ai écrit avec authenticité, Mmh. avec courage aussi. Je me levais tous les jours très tôt, alors que je Mmh. dirigeais des boîtes à ce La moment-là, vache, ouais. et tous les jours, parce que si un mot, une phrase pouvait faire du bien à une personne, j'avais raison de continuer à écrire, et d'essayer, en tout cas, encore. Et quand j'ai eu ce non, cette claque, enfin, ou cet échec, enfin, on l'appelle comme on Mmh. veut, eh bien, finalement, avec le recul, bah, ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie, parce que sinon, j'aurais jamais pu écrire, et j'aurais choisi la facilité de peut-être de déléguer la plume à Mmh. quelqu'un pour écrire. J'aurais parlé de ce que je voulais, mais ça Mmh. aurait été écrit dans un autre ton, Ça aurait été dilué. ça aurait été différent, Ouais. en tout cas de ça. Et donc, parfois, de dire non à quelqu'un, moi, je dis non tous les jours à un tas de projets parce que je peux J'imagine. pas faire autrement, j'ai pas le temps. Et à chaque fois que je dis non, j'ai un pincement au cœur, mais je dis aux gens, Mmh. mais essaye-toi, je crois que tu n'as pas besoin de moi pour le faire. Mmh. Essaye, Mmh. et puis on peut en parler, mais Mmh mh. essaye. Mmh. Lance-toi, ça va être difficile, tu vas tomber, mais si c'est toi qui le fais, ce Mmh. sera très différent de si moi je le fais, ou si, Mmh. moi je prends la plume, ou si moi je te dirige dans un truc, parce que ce sera dans ma résonance alors que le projet vient de toi. C'est hyper intéressant parce que ce que tu cherchais avec cette, plume, c'était, une validation, Ouais, et puis de tu l'aide même, vois? tu vois? Je me suis dit: «Si elle est plume, moi, tu vois, j'en suis au début de l'écriture, je tombe, j'y arrive pas, C'est hyper dur solo, je» hein. mais là, effectivement, quand on a vu: «Bah, c'est nul», bon, bah, alors là, je me suis dit: «Bon, bah, j'arrête tout», parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est très décourageant. Ouais. Et puis, et comme j'en avais pas parlé, personne ne savait autour de moi, et C'est personne humiliant pouvait, et c'est aussi. humiliant, et c'est tout ce qu'on veut. Mais après, il y avait qu'une personne, et la personne avec qui je vis, qui était à côté. Elle me dit: «Mais attends, tu peux pas te laisser, déstabiliser Mmh. par quelqu'un, déjà elle connaît pas ton Mmh. projet, elle connaît alors bon, si elle avait lu entier, tu l'avais écrit entier, et qu'elle te fasse, et puis si elle vendait des millions de livres, à la limite, mais elle a jamais vendu un livre, donc bon, prends du recul, et bien sûr que c'était mon ego qui était blessé, Bien qui était sûr. touché, qui était humilié. Mais après, très vite, je me suis dit: «Bon, bah, OK, c'est mon projet, alors n'essaye pas de le Mais ouais. déléguer à quelqu'un d'autre. Avance un pas après un autre, et puis tu y arrives, tu y arrives, tu y arrives pas, tu auras essayé». C'est presque un cadeau caché ce qu'elle t'a fait Un cadeau parce mal emballé, que mais un cadeau, c'est mal sûr. emballé, Mais c'est sûr, un mal cadeau. emballé. Elle Ça m'aurait dit: «Oui, c'est génial, je vais t'aider, on va pouvoir l'écrire ensemble, le thème me plaît», et cetera. C'est sûr qu'au moment où j'étais, j'aurais trouvé la facilité pour le faire. Oui, puis tu avais pas encore assez confiance en toi pour t'autoriser pleinement à Oui, être la seule à écrire et avoir ce projet, ce bébé. On se cache souvent derrière le groupe quand on est un peu timide oui. sur un projet. Et là, tout d'un coup, elle te met un gros nom. Et ton ego, bah là, à mon avis, il t'a aussi servi parce qu'il t'a aidé à te dire, mais attends,
Mais c'est son Alors, avis il à y a la elle, première tu vois? réaction de l'ego qui dit: «Bah, tu vois, je te l'avais dit, rappelle-toi tes notes de français, tu étais une Ah oui. scientifique, Moi, on me disait toujours: «C'est pas en littérature que vous réussirez». J'avais tout juste la moyenne, je devais avoir 12 au Mmh. bac, enfin bon, quelque chose comme ça. Ce qui m'aidait beaucoup, c'est les matières scientifiques. Donc, l'ego te rappelle, bah, que tu essayes d'écrire un livre, tu Ouais, viens du monde de la finance, tu te ouais. flagettes, voilà, il te flagelle, et cetera. Et puis à un moment, bah, l'ego passe dans l'autre sens, parce que de toute Mmh. façon, il a compris que, tu allais écrire quand Mmh. même. Bon, et puis là, effectivement, il y a quelque chose Et tu vois, l'émotion de la colère, là, elle a été utile. mais c'est comme toujours, Ouais. qu'est-ce qui se sent pas respecté? Très vite, tu vois? Après, Ouais. quand tu peux prendre du recul, c'est pas respecté, parce qu'en fait, elle a à peine lu une phrase, elle dit: «Oui, bon, je vois le genre», elle m'a pas dit: «C'est nul comme ça», mais elle m'a dit: «Oui, Ah bon, je oui, vois le parce que genre, bon». j'en riais tellement, c'est vraiment c'est Mais c'est ça, horrible, et quoi, c'est de ça, et je le raconte souvent en conférence, et effectivement, la salle est ouais, choquée, mais la réalité, c'est qu'encore une fois, peu importe ce qu'on nous dit, bien quand il y a quelque sûr. chose qui vibre, oui, ça va demander du courage, oui, ça va demander de tomber, Mmh. parce que je ne connais pas une personne Mmh. qui a réalisé quelque chose jusqu'au Mmh. bout, qui n'est pas tombée, qui n'a pas procrastiné, qui n'a pas eu peur, donc Mmh. tout ça est normal, et ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus et à chaque fois, je rappelle que dans la leçon, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'acteurs. Quand je te dis que les 3/4 des acteurs que j'ai reçus sont des grands timides, c'est vraiment la preuve qu'on Ouais. doit tous dépasser des petites épreuves personnelles pour réaliser nos plus grands rêves, quoi. Et comme tu le dis extrêmement bien, ça demande de se relever et ça forge aussi le caractère, je pense, et ça te pousse à devoir croire en toi parce que si toi tu crois pas en toi, C'est vraiment sûr. rien ne se passera. C'est sûr, Et c'est vraiment ça. D'ailleurs, quand on apprend à marcher, on tombe en moyenne 2000 fois. mmh, Et pourquoi on se relève alors qu'on tombe de tout notre poids? Simplement parce qu'en face, il y a des parents, il y a des ouais. grands-parents, il y a des frères et sœurs qui disent: «Mais vas-y, tu vas y arriver, vas-y, tu y es presque». Toi, tu es tombé de tout ton poids et on te dit: «Tu y es presque». Et là, d'un coup, tu pleures pas, tu te relèves et tu réessayes et tu Mmh. réessayes, tu réessayes encore, là où quand tu te lances dans un projet, dès que tu tombes une fois: «Ah ouais, bah, je te l'avais dit, mon voisin, c'est pareil, il a essayé, mais il Mmh. arrive à rien, tu y Ah là arriveras là, pas. Ah non, danger. franchement, reste là où tu es, c'est beaucoup plus confort», et cetera. Donc, comme il n'y a pas ces encouragements-là, Mmh. eh bien, on réessaye pas, ou alors on tente qu'à Mmh. moitié. Et comme tu le dis, hein, si on s'encourage pas soi-même, si on attend l'encouragement, de Mmh. l'extérieur, eh bien, là, il y a plus nos parents ou nos grands-parents ou nos pour dire: «Vas-y, vas-y, tu vas y arriver», il faut se le dire à soi. S'encourager soi-même, c'est se donner de l'amour à soi et c'est vraiment travailler sur, oui, l'amour de soi, c'est le nerf de la guerre de Ouais, tout. ouais. Hem, Aujourd'hui, toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à, s'enlever des paroles très négatives de la tête qui ont été données par des parents, des professeurs, un ex-conjoint, et cetera? Tu sais, quand on Mmh part mh. dans cette boucle-là Ouais. et qu'on se sent figé à un instant T. En fait, c'est le sujet. Pour s'aimer, c'est le sujet, parce que on s'est construit avec tout notre entourage. Il suffit d'une personne, proche de nous, hein, un père, une mère, un professeur, peut-être un référent, Mmh. de sport, enfin peu importe, quelqu'un d'assez proche, un frère, une sœur, mais quand même, ou des grands-parents, bien sûr. Figure d'autorité. Une figure proche de nous. Là où OK. on se construit, une personne pourrait nous dire dans un contexte: «Tu es nul» ou «C'est nul ce que tu fais», pour que ça reste pour toujours. Et on se construit avec ça, et on a l'impression qu'on a toujours entendu: «Oui, mais tu es nul». Non, là, c'est nul ce que tu fais, là, non, c'est pas bien ce que tu fais. Et je le vois en coaching quand, j'accompagne des gens, et et qui me disent: «Oui, mais bon, moi, on m'a toujours répété que j'étais nulle». Et que je pose une question qui est: «Combien de personnes t'ont répété ça?» Bah, bien Mmh. souvent, il y a une personne. Ouais. Pardon. Il y en a pas plusieurs, il y en a qu'une. Et cette une fait toute la construction mentale. Mmh. Donc pour apprendre à s'aimer, la première chose à faire, c'est de déconstruire ses croyances, ce qu'on Mmh. appelle les croyances limitantes. Mmh. C'est pas très compliqué. Ah ouais? Ça se fait quand même relativement vite. Je parle pas de blessures graves, hein, il y a des gens qui vivent des choses, Bien sûr. dramatiques, voilà, on parle des 99 de choses qu'on peut déconstruire facilement. Le 1 de choses graves nécessite des thérapies Mmh mh. parfois plus Mmh. profondes, enfin voilà, il y a des gens qui vivent des choses atroces,
et extrêmement douloureuses, que ce soit physique comme psychologique. Mais le reste, et c'est 99% de choses qui nous pourrissent la vie. Et si déjà on avait réglé ces 99%, on aurait un niveau de confiance en nous. Parce qu'un enfant, quand il naît, il a absolument confiance en lui. Hein. Oui. Il hurle quand il a faim, il hurle quand il faut changer sa couche, il hurle quand... Même quand tu disais marcher, quel enfant va dire « Oh là là, je suis nul, je ne retente pas la marche parce exactement. que je suis tombée 2 fois ». Et d'ailleurs, aucun enfant ne marcherait. On ne marcherait pas si, parce qu'on est tombé une fois, on se prend une gifle. Mais c'est... le plus téméraire essayerait un peu en douce, et puis au bout de la 3e ou 4e gifle, quand on essaie de marcher, évidemment, on s'arrêterait de marcher tout de suite. Donc, le vrai sujet là pour nous, c'est de déconstruire le parent ou le grand-parent ou ce qu'on a entendu, ou humilié à l'école, ou enfin peu importe, qui va faire qu'on va construire notre identité avec ça. Moi, quand j'ai commencé à écrire et que je me rappelais « Ah oui, c'est pas en littérature que vous allez réussir », je devais avoir, voilà, tout juste à chaque fois, au mieux du mieux, 12 ou 13 en rédaction à l'époque. Et bien, forcément, quand j'ai commencé à écrire, tout ça est remonté. Ah ouais, mais attends, là, je suis peut-être un peu ambitieuse quand même de me lancer à écrire. J'écris pas, je sais pas écrire. J'ai jamais écrit un roman, j'en lis même pas. Enfin bon, tout ça est revenu évidemment en boucle. Et pourtant, c'était 20 ans après, ou plutôt 30 ans après, tu vois. 25, enfin ouais, plutôt 20 ans quand même. Mais voilà, tout ça remonte. Et puis là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies d'écrire comme Victor Hugo ou comme Shakespeare? Non, tu essaies d'écrire des choses qui te sont chères. Qui mieux que toi peut exprimer qui tu es? Qui mieux que toi peut raconter ton expérience? Bah, personne. Je suis experte de ma vie. Tout comme tu es experte de la tienne, comme chaque personne est experte de sa vie. Donc, il n'y a pas moins légitime que moi pour parler de ma vie. 90% de mes romans sont vrais. C'est ma vie. Les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais. Donc, tu vois, ça nécessitait quand même de passer par une case de je démolis cette croyance et j'essaye. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, ça ne veut pas dire que ça va intéresser qui que ce soit. Mais j'essaye. Et je le fais avec cœur. Oui, tu mets des petits pas. Ça, c'est vraiment... J'entends ma mère me dire ça à chaque jour suffit sa peine. Au lieu de se mettre des objectifs inatteignables qui nous mettent la boule au ventre, tu le dis très bien, Victor Hugo, bon, déjà, t'as pas la barbe. Mais c'est ça. Et puis, Victor Hugo était doué pour faire ce qu'il a écrit, et c'est un auteur extraordinaire. Shakespeare, c'est un auteur extraordinaire, mais c'est son monde à lui, dans un exercice qui est propre à lui, propre à eux deux, en fait. C'est pas ce que je cherchais à faire. Je cherchais pas à faire des grandes phrases. Je cherchais à exprimer des choses qui m'étaient chères pour les partager en espérant qu'un mot, une phrase puisse faire du bien à une personne. Et puis on parlait de joie et de cadeaux. Tu vois, j'ai sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle Fiasco. Ça n'a pas été un succès littéraire comme le tien, mais moi j'ai pas vu les choses comme ça. Pour moi, c'était déjà un grand succès, une grande joie, une grande réussite d'écrire, d'aller au bout d'un projet, moi qui ai beaucoup de mal à me fixer des choses sur la durée, de le publier. Mais déjà de l'écrire, même au-delà de la publication. C'est ça. Déjà de l'écrire, c'est un exercice tellement courageux, je le dis aux auteurs qui se lancent. C'est tellement courageux déjà d'aller jusqu'au bout d'un rêve qu'on avait de partager quelque chose et de l'écrire jusqu'au bout. C'est une autre étape que d'avoir un éditeur, c'est une autre étape que d'avoir un lecteur. Et puis, encore une fois, si ça touche une personne, si ça fait du bien à une personne, si l'exercice est réussi, bien sûr. On va terminer sur cette phrase que tu as dite plusieurs fois qui me parle beaucoup. On t'a refusé 33 fois ton manuscrit. Alors, en fait, c'est à la FNAC. À la FNAC, tu peux me raconter ça? Oui, à la FNAC, j'y allais très naïvement quand j'ai imprimé mon livre pour mes... En fait, l'aventure a commencé que j'ai simplement offert mon livre à mes amis. Okay. J'avais imprimé une centaine d'exemplaires. Je n'ai pas 100 amis, mais des gens qui m'ont aidé dans ma vie, la famille, etc. Et puis j'ai réuni tout le monde et j'ai dit, voilà, j'ai écrit un livre. Je l'avais dit à personne, sauf une ou deux personnes autour de moi. J'ai écrit un livre et je vous l'offre. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Ah bon, t'as écrit un livre? Oh non, on parle d'autre chose. Allez, on fait la fête ce soir et vous repartirez avec. Et puis les premiers ont commencé à me rappeler. Ils m'ont dit, mais c'est génial ton livre. Alors c'est mes copains, ils vont pas me dire, c'est nul. Mais ils ont eu envie de le partager. Donc, ils m'ont forcé à... Ça veut dire quelque chose. Oui, c'est ça. Ils m'ont forcé à
à imprimer. Il me dit, mais imprime-en d'autres, on veut pouvoir l'offrir. Je dis, passez vos copies, j'en ai pas d'autres, quoi. Et donc, ils m'ont forcé à imprimer 500 et qui sont partis en une semaine. Un ami m'avait fait un site internet pour les vendre, en fait. Et puis, ils sont partis en une semaine, puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs se sont intéressés à moi. Mais avant ça, avec mon livre auto-édité avec mes amis, je me suis dit, avec tous les livres qui partent comme ça, je ne peux pas continuer à envoyer des livres un peu à droite à gauche. Et j'habite Paris, j'avais une Fnac à côté de chez moi. Et je suis arrivée avec mon livre en disant, voilà, j'ai un livre, est-ce que vous seriez d'accord pour le mettre dans les rayons et puis vous le vendez, vous le vendez pas, je l'ai récupéré plus tard. Il me dit, ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, il vous faut un éditeur. Et puis c'est là que j'ai eu une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 33 fois même un non. Et puis là, à un moment, je suis montée un peu plus haut dans les sphères de la Fnac et puis le dirigeant me dit... non, mais je lui dis, je sais, vous allez me dire que c'est pas... 34e fois. qu'il faut un éditeur, etc. Moi, j'ai pas d'éditeur, mais lisez-le et puis vous me dites... voilà, vous me direz, je pense vraiment qu'il peut se passer quelque chose. Et là, il me rappelle 3 semaines après, il me dit, bon, écoutez, j'ai pas lu votre livre, mais ma femme l'a lu. Et elle m'a dit que réellement, si je le mettais pas en rayon, alors franchement, c'était un cas de divorce. Donc, vous allez revenir. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Et c'était une anecdote assez drôle. Mais pour les éditeurs, non, ça s'est fait différemment parce que là, ils sont venus me chercher au vu de ce qui se passait dans la version que j'avais partagée. Elle est dingue, ton histoire. Oh, mais je dirais la même chose pour des gens qui veulent se lancer et qui auraient des refus. C'est pas un refus d'un éditeur. Les éditeurs reçoivent énormément de manuscrits. Prenez pas ça personnellement. Et voilà, il faut pas prendre ça personnellement. Les livres peuvent être excellents et c'est peut-être pas le bon moment à ce moment-là ou la bonne lecture. Donc, il faut essayer, réessayer, ne rien lâcher quand on croit en quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout. Oh, je suis tellement d'accord. Est-ce que, je sais pas, Michel Berger a écrit son premier tube du premier coup, mais pas du tout. Tout le monde retente. Un peintre, pareil, tu sais, tu fais plein d'esquisses. Et d'ailleurs, ça fait partie du processus. C'est bien dommage qu'on nous apprenne pas ça. On nous montre nos erreurs. Hein, c'est pour ça qu'on a peur de l'échec. Ouais, c'est très français. T'as fait 3 fautes à ta dictée. Bah ouais, mais j'ai quand même écrit 250 bons mots, quoi. Mais là, tu as fait 3 fautes à ta dictée et on te montre les 3 fautes que tu as fait. Et plutôt que de dire on a fait 3 fautes, on devrait dire on a écrit 247 bons mots si elle fait 250 mots. Donc tu vois, c'est tout le processus inverse et je crois qu'il faut se réhabituer le cerveau autrement. Donc essayer, tomber. Et puis moi, j'avais un guide au Népal qui me disait tu tombes, tu ramasses quelque chose et tu repars. Et je trouve que c'est très juste. Quand tu es à terre, tu peux ramasser quelque chose et repartir avec pour continuer. Mais je crois que c'est ça. Il n'y a pas de cas où on ne tombera pas. On n'apprend pas une langue sans faire de fautes. On n'apprend pas à marcher sans faire de fautes. Moi, j'écris tous les jours. Il y a 1000 fautes à chaque fois. Je tombe tous les jours. Mais réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Ça, je crois que c'est vraiment ça. Réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Et si tu te relèves une fois de plus que tu es tombé, tu vas réussir. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces magnifiques paroles, avec lesquelles je suis évidemment en accord. Merci beaucoup, Maud. Merci à toi, Pauline. J'ai vraiment hâte de lire parce que je viens de terminer, je te le disais, et j'étais, je tiens à le dire, en train de le commencer avant qu'on me propose cette interview, donc j'étais super contente, plus jamais sans moi. Et cette fois-ci, tu sors ce guide donc pratique, illustré, ces questions que tout le monde se pose, Maud Ankawa, à garder chez soi et à mon avis à feuilleter de temps en temps quand l'envie se fait ressentir. Parce que c'est vraiment des thèmes. On picore. On n'est pas du tout obligé de le lire comme un. Voilà, on garde la table des matières. Tiens, ce sujet-là m'intéresse. Hop, je vais aller le voir. Puis c'est illustré effectivement parce qu'il y a à chaque fin de chapitre, j'ai fait appel à une amie qui est une facilitatrice graphique et qui en un dessin résume le chapitre. Donc c'est super sympa, vraiment. Oui, on passe toujours un bon moment à te lire. Promis, la prochaine fois que promis, je ne le lirai pas et te dirai c'est nul. On a bien compris, mais de toute façon, c'est nul, virgule, mais ça se vend à 5 millions d'exemplaires. Non, là, je pense que c'est chouette de tout est question de perspective. Mais voilà, elle avait lu une phrase et je pense que quand on a l'humilité en plus derrière de se dire peut-être que j'étais peut-être pas réveillée ou c'était pas terrible ce que je t'ai dit. Je pense que ça change un peu. On lui en veut pas du tout. Moi, je lui en veux pas.
C'était un beau cadeau puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'écrire moi et toute seule. Exactement. Merci à toi, beaucoup, Pauline. Maud.